On m'a demandé de vous parler de drainage thoracique en soins critiques. J'ai un peu modifié le titre, je vais parler juste des situations critiques, parce que je voudrais refaire un petit laïus sur ce dont Benjamin a déjà peut-être parlé, le pré-hospitalier, juste pour repréciser un peu les choses. J'ai quelques liens d'intérêt, mais rassurez-vous, il n'y a strictement rien qui va intervenir avec ce que je vais vous raconter là. Globalement, mon topo, je l'ai construit en suivant, comme il se doit, des recommandations formalisées d'experts, puisqu'on a ici un éminent représentant de la SFAR et de ses recommandations. Mais je crois que dans les deux, enfin dans celle-là, tu n'as pas participé, tu étais trop jeune, encore une fois. Le traumatisé thoracique, prise en charge des 48 premières heures, qui est sorti en 2015. C'était conjoint entre la SFAR et la SFMU, la Société française de médecine d'urgence. Et puis je vais faire aussi appel à celle qui est sortie l'année dernière, mais qui parle globalement de l'épanchement pleural liquidien de l'adulte en soins critiques et qui exclut d'emblée tous les hémothorax. Mais vous allez voir qu'il y a peut-être des petits points qui sont intéressants à prendre en considération et j'essaierai de vous apporter un petit peu notre expérience clermontoise en plus. Très rapidement, parce que moi j'aime bien partir de la base, sinon j'ai du mal à saisir et à tout comprendre. L'anatomie, vous connaissez tous à peu près ça. Vous savez que notre poumon, il est en fait dans une poche, la plèvre, qui est constituée de deux feuillets. La plèvre viscérale qui est accolée au poumon et la plèvre pariétale qui est accolée globalement au thorax. Et entre les deux, vous avez un espace pleural qui est quasiment virtuel, 10 à 20 micromètres. Et en fait, à l'intérieur, il y a toujours un peu de liquide qui est présent. Ce liquide, il vient de cette plèvre pariétale avec une filtration capillaire qui va venir amener du liquide. Et puis, il y a un drainage lymphatique et capillaire qui va enlever ce liquide. Et en fait, il s'avère que ce drainage lymphatique et capillaire est plus important en termes de débit que celui qui arrive. Du coup, on a finalement une pression négative en permanence dans cet espace pleural. Et c'est ça qui va un petit peu expliquer tout ce qu'on observe en traumatologie, notamment en traumatologie fermée, voire en réanimation. Typiquement, si vous avez un patient en état d'anasarque avec des pressions systémiques très importantes, forcément cette filtration va être plus importante. Et puis la résorption, il faut qu'elle suive le coup, qu'elle suive un peu le rythme, mais parfois elle n'y arrive pas. Et puis cas particulier, l'hémothorax, il y a du sang qui vient à cet endroit-là, ça va coaguler et donc le drainage ne va pas se faire et c'est pour ça que ça peut s'accumuler. Et c'est là où les chirurgiens thoraciques ont toute leur importance pour venir débrider finalement cet hématome qui ne va pas se résorber. Il y a les côtes, et puis vous le savez très bien, notre meilleur ennemi, c'est le paquet vasculo-nerveux qui se situe juste au bord inférieur de la côte supérieure. Donc faites très attention, on y reviendra tout à l'heure. Le drainage se fait toujours au bord supérieur de la côte inférieure. Faites hyper gaffe à ça parce que c'est là où on arrive à des drames pour le patient. Notre trauma fermé, globalement, qu'est-ce qu'on va voir? Ce qui va nous intéresser ici dans le topo du drainage, c'est qu'on a globalement des fractures de côte. Et cette fracture de côte, finalement, elle va pouvoir léser la plèvre, notamment pariétale. Et du coup, vous avez une perte de cette dépression, de cette pression négative qu'il y avait entre les deux feuillets. Et vous avez un collapsus du poumon qui apparaît, puisqu'on a une entrée d'air dans cet espace pleural. Comme vous le savez, la plèvre, c'est aussi quelque chose de vascularisé. Vous avez des vaisseaux intercostaux, la côte peut aussi saigner. Et tout ça, ça va venir s'accumuler dans notre cavité pleurale. Et on a le fameux hémothorax qui apparaît. Bon, bien entendu, la plupart du temps, on a un petit peu les deux qui coexistent en cas de traumatisme fermé. Quand je vous parlais tout à l'heure de situation critique, je voulais juste refaire un point vraiment qui est, à mon sens, hyper important. Il ne faut pas se mettre dans la merde. En préhospitalier, très clairement, je pense qu'il ne faut surtout pas mettre de drain thoracique en préhospitalier. C'est là où on va faire des énormes bêtises. Et très clairement, si vous avez un patient avec un trauma thoracique instable au niveau respiratoire, instable au niveau hémodynamique, la seule chose qui est recommandée, c'est de faire une thoracostomie bilatérale au doigt. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas très compliqué à faire, ça prend 10 secondes de chaque côté, mais ça, il faut le faire. C'est à peu près la seule chose que vous devez faire éventuellement en situation d'urgence en préhospitalier, voire en intra-hospitalier quand on n'a pas de chirurgien thoracique sous la main éventuellement. Les repères, jamais en dessous de la ligne mamelonnaire, sinon vous allez avoir des organes pleins en dessous, le foie, la rate. Et puis vous avez des repères très simples, la ligne axillaire médiale, la ligne axillaire antérieure, et il faut rester entre ces deux lignes-là pour éviter d'avoir des lésions particulières. C'est pas forcément très compliqué, c'est un geste qu'on apprend. Faites hyper gaffe si jamais vous devez le faire et vous utilisez des outils qui peuvent être plus ou moins contendants. Dans le stress, c'est vrai que c'est vite fait de perdre une résistance et d'aller embrocher le poumon.
ou pire, embrancher le cœur qui est juste derrière. Faites hyper gaffe parce que, comme vous le voyez sur ces photos-là, c'est rapidement, les organes sont rapidement derrière, donc faites très attention, et c'est une thoracostomie qui doit se faire au doigt. Finalement, on va en effet inciser un petit peu la plèvre, et puis derrière, c'est au doigt qu'on va aller disséquer tout ça. Il faut juste faire un trou, en fait, c'est ça qui va sauver le patient pour enlever cette pression qui fait collaber le poumon, ou enlever l'excès de sang qui va venir collaber le poumon également. Alors, quand faut-il réaliser un drainage thoracique? Donc là, je vais parler bien entendu de l'intra-hospitalier, du déchocage, de la réanimation. Globalement, il faut drainer, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut drainer sans délai quand il y a un épanchement qui est majeur, quand il y a un pneumothorax qui est complet. Et ça me fait plaisir que Géraud ait été là, soit là. Il faut discuter aussi avec les chirurgiens thoraciques tant qu'on n'a pas d'urgence vitale à la minute. Il faut discuter du qui c'est qui fait, à quel endroit, sous quel délai. La plupart du temps, ça ne sert à rien de se précipiter, et quand on se précipite, c'est là où on fait les énormes bêtises pour le patient. Là, ce qu'on nous dit, c'est que probablement l'hémothorax, il faut le drainer quand il fait au moins 500 ml. Je ne sais pas si vous savez tous évaluer le volume d'un épanchement intrapleural, d'un hémothorax par exemple. 500 ml, c'est facile, hein, fait au doigt mouillé. Donc soit vous avez des radiologues très sympas qui, sur votre scanner, vont mesurer la volumétrie de votre épanchement. Mais il faut savoir que vous avez des critères échographiques qui ont été décrits depuis plusieurs années. Ici, l'équipe de Marseille, Antoine Roch, avait proposé une méthode pour détecter les pleurésies de plus 500 ml chez des patients intubés sous ventilation mécanique invasive ici. Et globalement, ce qu'ils avaient décrit, c'est qu'en regardant cette distance-là, au niveau de la base finalement du poumon, en fait, c'est assez précis, c'est à 30 mm par rapport à la base du poumon. Et on va regarder l'espace qui est entre la paroi postérieure et notre poumon. Et si globalement notre espace, celui-ci, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la flèche, ouais, si celui-ci est fait au moins 5 cm, ben vous savez que vous pouvez prédire avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité, des pleurésies de plus de 500 ml. Ok, banco, on a le droit de le drainer potentiellement. Alors, c'est pas toujours très simple de faire ça. L'équipe de Jean-Jacques Rouby avait proposé une autre méthode, des patients qui étaient complètement à plat. Ici, ils ne précisent pas très bien comment sont installés les patients, et ça, c'est un vrai écueil, à mon avis. Ici, des patients complètement à plat, ils avaient comparé une technique échographique par rapport au scanner, qui est globalement le gold standard. Et globalement, ce qu'ils ont regardé, c'est un point qui est plutôt en haut du thorax, un point qui est en bas, et puis finalement, ça me donne une distance, et puis je regarde au milieu l'épaisseur, et puis quand je multiplie les deux, globalement, j'ai à peu près le volume. J'ai un volume approximatif, puisqu'on va considérer que ça va être une sorte de prisme finalement dans le thorax du patient. Voilà, c'est une façon de faire, pourquoi pas. C'est pas toujours très très simple. Moi, globalement, qui suis un grand fainéant, je vais prendre une méthode qui a été décrite en 2006, qui est plutôt plus simple. Ici, des patients, encore une fois, sous ventilation mécanique. Des patients, cette fois-ci, demi-assis, 15 degrés. Là, ils avaient bien précisé la position du patient, et ça, c'est important. Et en fait, on va regarder par rapport à la ligne axillaire postérieure. On va avoir une coupe transversale. Et globalement, on va regarder entre mon poumon et mon diaphragme l'épaisseur que j'ai. Et globalement, c'est hyper simple. Cette distance-là, vous la multipliez par 20 et vous avez globalement le volume de l'épanchement pleural. Donc c'est ce qu'on peut faire. Il faut s'entraîner, bien entendu, au quotidien, dès qu'on a un épanchement pleural en réanimation qui est stable. Mais globalement, ça marche pas mal. Et c'est vrai que quand on le fait en réa, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà des petites techniques pour évaluer le volume de l'épanchement. Et puis, ce qu'ils disent bien aussi, c'est que si on a un pneumothorax minime, unilatéral et sans retentissement clinique, le drainage ne doit surtout pas être systématique. Ce n'est pas parce que j'ai une image qu'il faut que je la traite. Si mon patient il va super bien, on la tolère. Par contre, on la surveille. Donc ça nécessite en effet un transfert vers des soins intensifs, notamment polyvalents, quel que soit l'âge du patient. S'il n'y a pas de raison de ne pas accepter ce patient, autre. Et du coup, on peut avoir une attitude attentiste, notamment si l'épaisseur de ce pneumothorax est inférieure à 2 cm au niveau de l'apex. Et globalement, bien entendu, c'est la tomodensitométrie, c'est le scanner qui va vous donner cette information la plus précise. Donc voilà, pas toujours se précipiter clairement sur le drainage thoracique, c'est vraiment en fonction de la situation clinique.
Quelles sont les modalités du drainage pleural? Ben, très clairement, il faut être extrêmement prudent. Je vais essayer de vous montrer que c'est un acte extrêmement morbide. Pas forcément un acte mortel, mais c'est un acte morbide. Et donc, il faut respecter des règles assez simples. Faites attention parce que vous le savez, vous avez soit des drainages en antérieur, c'est ce qu'on privilégie la plupart du temps pour les pneumothorax, soit des drainages au niveau axillaire en latéral. Faites attention en antérieur de ne pas être trop médial parce que vous avez les artères mammaires internes qui passent à cet endroit-là. Il faut l'embrocher, bah, c'est sûr que vous aurez le pneumothorax derrière. Et puis derrière, vous avez quand même la masse cardiaque, le massif cardiaque qui est là, l'air cardiaque. Donc faites extrêmement attention à ce que vous faites à cet endroit-là. Et donc, globalement, ce qui est plutôt recommandé, c'est d'aller dans le niveau en axillaire, au niveau de ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Et cette zone, globalement, elle est délimitée par le bord latéral du muscle grand pectoral, le bord supérieur du muscle grand droit, le cinquième espace intercostal, globalement, c'est la ligne mamelonaire, et puis le pli axillaire. Donc, globalement, vous avez le droit d'aller ici. Faites attention parce que bien souvent, on se rend compte que les drainages sont réalisés en dehors de cette aire un peu de sécurité. Faites très très attention à tout ça. Il précise aussi que quand on doit faire des exsufflations, bah, le trocar, Benjamin vous a montré une magnifique image, bah, dans 30% des cas, ça ne marche pas, on n'est clairement pas au bon endroit, on n'arrive jamais dans le thorax, on reste en extra-thoracique. Faites très attention aussi à tout ce qui est drainage avec des systèmes à bout tranchant. Et c'était le fameux Pleurocat qui, à mon sens, ne devrait plus exister aujourd'hui. Puisque c'est une énorme aiguille, c'est comme un cystocate finalement, mais qu'on va mettre cette fois-ci dans un endroit où il y a des organes un peu plus nobles que la vessie. Et ça peut coûter très cher aux patients. Attention également au système de drainage que vous choisissez. Il préconise d'utiliser des drains non traumatisants à boumousse. Attention avec les anciens, alors je crois que ça n'existe plus, les trocars de mono. C'était vite fait d'aller perdre la résistance et de rentrer dans le thorax du patient avec ce système-là que vous voyez qui est complètement métallique, qui peut être extrêmement délétère pour le patient. Utiliser des drains plus adaptés, notamment des drains de Joly. Il préconise d'utiliser des drains de plus faible calibre quand on a un pneumothorax et de plus gros calibre quand on a un hémothorax. Alors ici, les données sont en French. Alors pour info, alors moi je me suis rappelé des trucs, là, les French, c'est les charrières. Et finalement, un French, c'est 1/3 de millimètre et c'est finalement le diamètre interne de votre drain. Donc plutôt des petits drains. 18 French, c'est 6 millimètres. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez fin. Privilégiez plutôt ça pour les pneumothorax et plutôt plus gros pour les hémothorax. Mais je vais essayer de vous montrer que c'est pas forcément obligé ça. En tout cas, la littérature, bien qu'elle soit de mauvaise qualité, elle pose un peu des questions. Et pour les pneumothorax, les drains en queue de cochon pourraient être une alternative. C'est ce type de système-là. Par exemple, ici, c'est le modèle proposé par Cook. Mais encore une fois, on a une aiguille, une vraie aiguille biseautée. Donc faites attention quand vous utilisez ce type de drainage, ce type de pack, parce qu'on peut quand même faire des bêtises en dessous. Peut-être qu'aujourd'hui, la façon de faire la plus safe, c'est le Celdicat, qui utilise du coup une aiguille de TUI. Et quand on l'utilise plutôt à la bonne position, etc., on sait que le biseau va vraiment s'éloigner de notre paquet vasculo-nerveux. Bien entendu, il ne faut pas aller trop loin, les systèmes sont gradués. Et globalement, si vous faites un repérage échographique, vous pouvez mesurer l'épaisseur entre votre peau et l'intérieur de votre thorax. Et finalement, vous avez des systèmes de garde-fous sur votre TUI. Et en fait, vous allez savoir que vous n'allez pas aller trop loin. Et puis, vous insérez le drain par la méthode de Seldinger que vous connaissez tous. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pour les pneumothorax faire des petits drains pigtail ou des vrais drainages thoraciques? Je vous ai dit que la littérature était relativement pauvre, c'est vraiment le cas. Une méta-analyse parue en 2018, 11 études incluses dans cette méta-analyse, seulement 2 RCT, un peu plus de 800 patients. Ben, globalement, vous le voyez ici, en termes de succès d'intervention chez des patients avec un traumatisme ou présentant un pneumothorax spontané, c'est kiff-kiff bourricot entre les deux techniques. En termes de iatrogénie, il n'y avait qu'une seule étude qui s'était intéressée à ça, il n'y avait pas de différence significative. Et quand on poule en gros tout, eh ben, vous voyez qu'il n'y a aucune différence en termes d'efficacité de safety
entre les deux drainages, gros drain ou pigtail. Et il n'y avait pas de différence non plus en termes de récurrence du pneumothorax, mais on sort un petit peu du scope du topo aujourd'hui, qui était plutôt la traumatologie. Est-ce qu'on peut, pour des patients traumatisés, avec des hémothorax, utiliser des petits drains? Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature. Ici, une méta-analyse de 2010, ça ne peut pas être 2018, puisqu'il y a des études de 2021. Elle est sortie en 2023, si je me souviens bien. Globalement, il n'y avait pas de différence. Alors, pardon. Il n'y avait pas de différence en termes de récidive, en tout cas de nécessité d'un second drainage ou d'une thoracoscopie par vidéo assistante, donc une reprise du chirurgien, en termes d'efficacité finalement de ce drainage-là. Il n'y avait pas de différence entre le gros drain et le petit drain. C'est des études avec des faibles niveaux de preuve très clairement, mais ça pose vraiment une question sur l'efficacité. Par contre, ce qui avait l'air d'être intéressant, c'est que si vous regardez le volume qui va être sorti grâce au petit drain, il est plus important avec le petit drain par rapport au gros drain. Il y avait une différence d'à peu près 150 ml. C'est pas énorme, je ne suis pas sûr que ce soit très significatif cliniquement, mais il y avait quand même une différence qui allait dans ce sens-là. Et puis, en termes de durée de drainage, le petit drain était favorable en termes de durée de drainage nécessaire avant de pouvoir l'enlever. Donc il y avait des petits signaux qui disent quand même, c'est pas si sûr que ça que le gros drain soit le gold standard de la prise en charge de l'hémothorax. Deuxième, une seule étude randomisée, récente, 2021, 43 patients, tout petit effectif, monocentrique. Ils avaient drainé des hémothorax qui étaient considérés supérieurs à 300 ml. C'était évalué par du scanner. C'est une hypothèse de non-infériorité dans cette étude. Et globalement, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en termes d'échec de drainage, c'était globalement pareil entre les deux techniques, la pigtail et le drainage initial. À nouveau, il y avait plus de drainage, de volume drainé avec le pigtail. Et c'était globalement gardé le même temps. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'en termes de score, ce qu'ils appellent le score IPE, qui est un score en fait de perception ressentie par le patient, très clairement c'était en faveur du petit drain, du pigtail, avec des patients qui du coup avaient moins mal, qui avaient mieux toléré le geste, et ça c'était évalué une demi-heure après l'insertion par le réanimateur. Globalement, juste pour reprendre un peu la fin de ces recours, est-ce qu'il faut faire une antibioprophylaxie? La réponse est très clairement non. Il ne faut pas faire d'antibioprophylaxie quand on a un traumatisé thoracique que l'on va drainer. Très clairement pas. C'était notamment en termes de survenue d'infection de la cavité ou d'infection locale. Ici, vous avez l'impression que, en effet, ça pourrait être en faveur de mettre en place des antibiotiques, mais ce n'était pas chez des patients traumatisés. Et chez les patients traumatisés, globalement, il n'y avait aucun impact. Enfin, c'était des traumatismes ouverts, pardon. Quand on a un traumatisme ouvert, on est d'accord qu'il y a une vraie contamination potentielle, donc là, c'est intéressant. Quand on a un traumatisme fermé, là, ce n'est pas intéressant et ça ne marche pas. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais me baser sur les recos de 2023. Et vous allez voir que dans cette reco de 2023, il n'y a que des avis d'experts, parce que comme vous l'avez déjà un peu entendu, que j'ai déjà répété, la littérature est extrêmement pauvre. Donc les experts qui se sont penchés sur les différentes questions qui ont été abordées n'ont la plupart du temps pas pu donner de recommandations fortes, même s'ils sont tous mis d'accord pour dire on pense qu'il faut faire ça, ça reste des avis d'experts et ce n'est pas soutenu par une littérature abondante. Il faut faire une écho. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tous nos internes naissent avec un échographe dans la main. Il faut faire de l'écho-repérage. Et au mieux, on peut faire des éco-guidages. Ça paraît parfois un peu difficile, mais très clairement, vous pouvez voir sur des vidéos du New England, il y a des éco-guidages qui sont faits et c'est très joli. Finalement, ça paraît très séduisant. Et essayez de rester dans ce triangle de sécurité très clairement. Et si jamais vous avez l'impression qu'il faut drainer en dehors du triangle de sécurité, faites attention, faites bien du repérage, ne changez pas la position de votre patient et demandez à quelqu'un d'expérimenté de venir vous épauler, voire de faire le geste. Je vous l'ai déjà dit au début, mais faites attention au paquet vasculo-nerveux et passez en dessous de ce paquet. Allez frotter le bord supérieur de la côte inférieure très clairement. Et pas de recommandation sur la position du patient. On entend toujours il faut le mettre à plat dos, il faut le mettre demi-assis.
Moi perso, mais c'est mon avis personnel, je le mets demi-assis. Pourquoi? Parce que je vais juste ramener tout le liquide en bas. Donc je vais augmenter le volume drainable à cet endroit-là. Et donc j'ai une latence, j'ai une marge de manœuvre plus importante. Et je risquerai du coup de moins risquer d'embrocher un organe noble en dessous. Quel type de drainage il faut utiliser? Entre le gros drain joli ou la méthode Seldinger, globalement, si vous estimez, vous cherchez à diminuer la mortalité liée à votre drainage, il n'y a aucun impact des deux méthodes. Et fort heureusement, on ne tue pas, ou très rarement, nos patients quand on fait un drainage thoracique. Par contre, on en voit beaucoup de morbidité, et notamment la douleur. Et c'est souvent ça que décrivent les patients. N'oubliez pas cette anesthésie locale qui doit être vraiment parfaite. Hein. N'oubliez pas que le périoste, c'est extrêmement douloureux. Et la plèvre, il faut aussi bien l'anesthésier. Donc prenez votre temps pour faire une belle anesthésie locale. Ne lésinez pas sur le volume. C'est quasiment une ALR qu'on va faire. Hein. En tout cas, moi, c'est de l'ALR que je fais finalement. Là, ça pourrait être intéressant d'utiliser plutôt un Seldicat plutôt qu'un gros drain pour diminuer la douleur du patient. L'efficacité, la sécurité, globalement, on n'a pas grand-chose dans la littérature. Donc, globalement, on fait un peu ce qu'on veut. C'est marrant parce que ces recos, là, elles ont plutôt tendance à dire le gros drain, c'est quand même pas si mal que ça. Ça va complètement à l'encontre. Les Français vont encore une fois à l'encontre des Britanniques, puisque les recos de 2010 de la Société britannique de chirurgie thoracique, enfin la British Thoracic Society, eux privilégient très clairement les drains Seldicat, les petits drains. Donc ça va parfois un petit peu à l'encontre, mais c'est encore une fois basé sur que dalle. C'est pour ça que la littérature est assez on n'a pas la réponse. Je ne sais pas si nous, on va apporter une réponse, mais en tout cas, on va apporter de l'eau au moulin de la question. Au moulin de la question, c'est un peu chelou comme phrase. On a réalisé une étude multicentrique randomisée à Clermont-Ferrand et dans d'autres centres. Je crois qu'il y avait 9 centres. Et on a inclus des épanchements pleuraux et des pneumothorax qui étaient en réanimation et en soins intensifs. Et on a regardé les complications majeures. Complications majeures, c'était défini comme des lésions d'organes, de l'ampième ou de l'infection au niveau du site. Et des complications mineures, c'est mon drain, il n'est pas forcément au bon endroit, mais il marche. Il va se boucher ou il va tomber parce que je l'ai mal accroché. Et on avait comparé de façon randomisée Seldicat versus gros drain inséré par une méthode dite chirurgicale, en tout cas une dissection progressive de la paroi. En termes de complications majeures, on avait un signal qui allait dans un sens. Bon, je ne vais pas vous apporter la réponse parce que vous avez vu que c'est groupe A, groupe B, et je ne sais pas qui est A et qui est B. Donc je vous envoie ça, je vous file ça à votre sagacité. Et puis attendez la publication pour savoir dans quel sens il faut l'interpréter. En tout cas, en complications majeures, il y a un groupe qui est très clairement défavorable. En complications mineures, c'est plutôt l'autre. J'ai une petite idée d'interprétation des données, mais je ne sais pas exactement. Et je ne la donnerai pas ici. Et si on poule tout, il n'y avait pas de différence globale en termes de complications. Je remercie 1000 fois les ARC qui ont bossé sur ce sujet-là, qui nous ont bien épaulés, avec une spéciale dédicace à Aurélie, qui est ici, qui est partie à Vichy, la traîtresse. Et je remercie également Bertie Paquette et Jean-Guy Devers, pour qui ça a été leurs travaux de thèse de médecine. En conclusion, parce que je pense que j'ai largement dépassé, explosé le timing, n'oubliez pas qu'il ne faut pas sauter sur des images. Très clairement, il ne faut pas drainer systématiquement nos patients. Il faut prendre en compte très clairement la tolérance respiratoire et hémodynamique. Et je pense qu'au moindre doute, c'est une discussion collégiale qu'il faut avoir avec nos collègues chirurgiens thoraciques, parce que c'est eux les experts, tout simplement. Hein. Il y a peu de données robustes sur la technique de drainage dans la littérature, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous apporter des réponses très claires. Lisez les recommandations, il y a tous les argumentaires qui sont sous les questions, et c'est vrai que ça pose des questions. N'oubliez pas de repérer correctement, user et abuser, j'ai envie de dire, de l'échographie pleuropulmonaire. Faites attention à la position de votre patient quand vous le drainez, faites attention à son analgésie. N'oubliez jamais que c'est un geste qui est extrêmement morbide pour nos patients et qui nécessite du coup un entraînement, une forme d'expertise et probablement de la formation et, comme je plaide pour ma paroisse, de la simulation. Et encore une fois, j'insiste sur la prudence de gestion de ce drainage thoracique et je vous remercie pour votre attention.